En 1979, un jeune homme d'à peine 22 ans réalise son premier film d'horreur avec ses potes. Ce qui ne sait pas encore, c'est que 3 ans plus tard, grâce à ce film, il montera les marches de Cannes. Et que cet événement va engendrer une saga d'horreur parfaite. Mais ça, on n'y est pas encore. Parce qu'avant, on doit revenir aux origines de Evil Dead. Déjà, c'est quoi Evil Dead ? C'est une franchise de maintenant 6 films d'horreur et une série, tous sortis entre 1980 et 2026. Ça a été initié par Sam Raimi avec une première trilogie, puis la série qui lui fait suite. L'une des particularités de la saga, c'est son esthétique très marquée. On est chez Sam Raimi quand même. Et aussi son mélange d'horreur et de comédie. Et un truc que les gens oublient souvent, c'est que, en tout cas au départ, chaque film se terminait sur un cliffhanger. Ce qui créait beaucoup d'attentes vu que les films étaient généralement espacés de plusieurs années. Donc comme je le disais, en 1979, Sam Raimi, il a 22 ans et il aimerait bien réaliser un film d'horreur. Le gars, il a réalisé que 2 courts-métrages dans sa vie. Et même s'il a une bande de potes prêts à l'aider, et ça, croyez-moi, ils vont le faire, eh ben on est quand même dans une société capitaliste. Donc les copains et le talent, ça fait pas tout. En effet, il manque un troisième ingrédient, de l'argent. Donc la bande de potes avait emprunté des thunes à littéralement tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Ils vont aller voir leurs avocats et leurs médecins. Et avec tout ça, ils vont quand même réussir à rassembler 1600 $. Ce qui est pas assez pour faire un long métrage. Par contre, avec ça, on peut soit s'acheter une Twingo sur le Bon Coin, ou soit financer un court métrage de 30 minutes qui s'appelle Within the Woods. On va passer très rapidement dessus, mais en gros, c'est Evil Dead, quoi. Il y a tous les ingrédients qu'on retrouve dans les films, et si vous voulez vérifier, c'est sur YouTube, c'est gratuit, allez-y. Mais du coup, Within the Woods, en plus d'être un super petit court-métrage, ça va surtout servir à la bande de pilote pour vendre l'idée d'une version longue à des producteurs. Et vu que c'est vachement bien, ils vont réussir à récolter 350 000 $. Ce qui est que dalle. Enfin, même ajusté à l'inflation, ce serait l'équivalent de 1,4 million de dollars. C'est toujours que dalle. À titre de comparaison, le premier film d'un réalisateur en France, c'est environ 2 millions de budget. Et il y a une sacrée différence entre un film d'horreur hyper gore et une comédie française. Surtout que Evil Dead, ça va être un film qui va demander beaucoup d'effets pratiques. Et surtout, on est dans les années 70. Il tourne en pellicule. Et ça, la pellicule, ça coûtait un bras. Donc même si ça va leur suffire, là, on parle vraiment d'un film à tout petit budget. Bon, si vous êtes ici, c'est que soit vous connaissez Evil Dead, soit vous avez envie de découvrir. Donc mon but, ça va pas être de tout vous spoiler, logique. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous résumer le tout début de chaque film. Mais avant ça, je vais quand même vous détailler dans quoi je vous embarque. Donc dans les films Evil Dead, grosso modo, il est toujours question d'un livre, le Necronomicon Ex Mortis, qui malgré son nom n'a pas grand chose à voir avec Lovecraft, je vous retiens tout de suite. Dans le lore, ce serait un livre écrit il y a plusieurs milliers d'années, qui aurait le pouvoir, après sa lecture, de réveiller des démons, qui chercheront à transformer les humains en ce qu'on appelle des Deadites, en gros des zombies possédés par des démons. Et du coup, le premier Evil Dead, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une bande de potes, dans l'ordre Ash, Linda, Scott, Cheryl et Sherry, qui partent passer des vacances dans une cabane perdue au milieu de la forêt. Ce qui est vraiment une idée de con quand tu vois la gueule de la baraque. C'est tellement exécrable que même si la soirée se passe bien, dès qu'elle arrive, Cheryl, qui est donc la sœur de Ash, qui lui-même est le personnage principal, voit sa main être possédée en 4K live Ultra HD et commencer à dessiner des trucs chelous. Voilà, ça c'est déjà un truc à prendre en compte. Et vu que ça va pas suffire pour les avertir que c'est une mauvaise idée de rester là, Scott va avoir la super idée de partir dans la cave pour faire un prank à ses potes. Ouais, vraiment, on n'est pas sur un groupe de lumière, quoi. Heureusement ou malheureusement pour eux, dans la cave, ils vont trouver plusieurs trucs. Notamment un livre qui ressemble étrangement au truc que Cheryl dessinait 5 minutes auparavant, une dague custom qui vaudrait plus que le budget du film sur CSGO, je pense, un magnétoscope et surtout un fusil de chasse. Et bon, vu qu'il y a eu à peu près que seulement 15 signes prémonitoires depuis le début de la soirée, les gars décident alors de lancer la cassette qu'il y avait dans le magnétoscope. Dedans, on entend parler à un homme qui s'appellerait Nobi. Et il aurait mis la main sur un livre et une dague qui auraient le pouvoir de libérer des démons. Donc littéralement, le gars qui enregistre la cassette leur dit « Si t'écoutes cette cassette, ça va réveiller un démon qui va venir posséder tes amis un à un. » Bon, je vous laisse deviner ce qui va se passer après. Donc il continue d'écouter la cassette et bizarrement, ça réveille un démon. Kanda. Shut it off! Kanda. Tiens, je me demande comment ça se fait. Donc après cette soirée riche en émotions, le groupe décide d'aller se coucher. Sauf que Cheryl, encore elle se fait attaquer par des arbres. Et c'est à ce moment-là déjà que le film nous rappelle qu'il a été fait il y a 40 ans, et que Ash la retrouve traumatisée et il décide de l'emmener en ville. Sauf que pas de chance, le pont qu'ils ont emprunté quelques heures auparavant pour venir,
Et ben maintenant il est détruit. Je me demande vraiment quel événement aurait pu causer ça. C'est là que les personnages se retrouvent piégés dans le chalet, et alors que le comportement de Cheryl commence à devenir de plus en plus bizarre, Ash décide de retourner écouter le magnétoscope, où il apprend que quand quelqu'un est possédé, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est le démembrement. I fear that the only way to stop those possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment. Ce qui est une solution extrême, mais aussi une manière très fun de proposer du gore dans un film d'horreur. Et c'est à ce moment-là que Cheryl se réveille, complètement possédée, et attaque le reste du groupe. Je vais m'arrêter là pour le résumer, parce que c'est vraiment à ce moment-là que le film bascule dans l'horreur complet. Bon, maintenant que le film est tourné, il faut qu'il sorte. Et comment on fait pour sortir un film quand on n'a pas de distributeur ? Eh ben on va en chercher un. Ok, je vous explique. Pour qu'un film sorte en salle, il doit avant tout trouver un distributeur. Généralement, quand le film est produit par une majors hollywoodienne, donc par exemple Disney, Warner, etc., c'est ces mêmes majors qui s'occupent de la distribution. Mais dans le cas de Renaissance Pictures, qui est la boîte qui produit les Evil Dead, une boîte indépendante cofondée par Sam Raimi, et bah là, ils ont personne pour distribuer le film. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Et bah la solution la plus viable, c'est d'aller dans ce qu'on appelle des marchés du film, qui sont, comme leur nom l'indique, des marchés où des producteurs viennent essayer de vendre les droits de distribution de leurs films. Et généralement, ces marchés, ils ont lieu pendant les festivals, et vous commencez peut-être à comprendre comment Evil Dead s'est retrouvé à Cannes. En effet, en 1982, l'équipe de Evil Dead se retrouve au Festival de Cannes, plus précisément au marché du film du Festival de Cannes, qui est le plus grand marché du film au monde. Et c'est pendant la projection du film que quelque chose qu'on n'avait pas vu venir va se passer. Puisque quelqu'un sera présent pendant la projection, pas n'importe qui. Stephen King. Et oui, je parle bien de Stephen King, l'auteur. Il va avoir un coup de cœur pour le film. Dans le journal, il dit même que c'est le film d'horreur le plus original de l'année. Et ça, c'est une citation qu'on retrouvera partout. Des affiches jusqu'aux boîtes VHS. Au marché du film, l'équipe trouve un distributeur, New Line Cinema, et Stephen King va quasiment s'occuper à lui tout seul de la promo, juste avec la citation. Quand le film sort au début des années 80, il passe un peu sous les radars. Ça reste un petit film d'horreur. Et les résultats, ils sont pas mauvais, mais pas forcément au niveau. Au bout de son premier week-end aux États-Unis, le film s'en sort avec environ 110 000 $. Ce qui est bien, juste c'est moins que ce que les producteurs espéraient. Toutefois, le bouche à oreille fonctionne, peut-être grâce à la note que King a laissée sur les affiches, mais en tout cas, le film il termine sa course à domicile avec 2 millions de $. Donc déjà, rien que là, c'est bon, c'est rentabilisé. Seulement, vous voulez savoir combien il fait à l'international ? 29 millions. Pendant très longtemps, ce sera le meilleur box-office de la saga. Tout ça pour un petit truc bricolé entre potes, Car ouais, ce qui est génial avec ce film, c'est que tout est fait au système D. Par exemple, la cave qu'on voit dans le film. Et c'est la cave des parents d'un des producteurs et amis de Sam Raimi, Rob Taper. Autre exemple, vu qu'ils n'avaient pas les thunes pour montrer le gros démon qui possède tout le monde, chaque fois qu'il apparaît, on est toujours en point de vue interne, on voit à travers ses yeux. Mais vu qu'ils n'avaient pas non plus les thunes pour acheter un stabilisateur pour la caméra, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont foutu la caméra sur un vélo et ils fonçaient à toute berzingue dans la forêt. Et cette idée, elle est tellement bonne que encore aujourd'hui, dans les nouveaux films Evil Dead, on voit très rarement le démon. Il y a toujours la caméra qui vole dans tous les sens par contre. Et même s'il y a eu quelques films avant, c'est vraiment Evil Dead qui va populariser le trope de la bande de jeunes perdus dans une cabane. Et ce sera aussi un des grands représentants de ce qu'on appelle le splatter movie, un sous-genre du cinéma d'horreur qui, comme Evil Dead le montre, se concentre sur le gore et sur les effusions de sang. Mais donc, avec tout ce succès et vu la fin du film, vous vous dites peut-être que Evil Dead 2, il a été mis en chantier juste après. En vrai, oui, mais pas tout à fait. Je vous explique. Donc dès la sortie du premier Evil Dead, une suite est déjà envisagée par l'un des producteurs, Irving Shapiro, qui convainc Sam Raimi d'écrire une ébauche de l'histoire. Donc dedans, on suivrait Ash qui survit au démon et qui se retrouve transporté par un portail au Moyen-Âge. Et on a même déjà une idée de titre, ça s'appellerait Evil Dead and the Army of Darkness. Ça doit peut-être dire quelque chose à certains d'entre vous, seulement le projet il est tellement perché que Sam Raimi il arrive à convaincre personne. Et il va s'en désintéresser quelques années, le temps de faire un autre film, Mort sur le Grill. Mort sur le Grill, c'est une comédie policière assez chelou, coécrite avec les frères Cohen. C'est un vrai ovni dans la carrière de Sam Raimi, et si vous voulez que j'en parle un jour, montrez-le en likant et en vous abonnant, mais malheureusement c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, le film sera un énorme flop, ça c'est autre chose. Et Embassy Pictures, qui le produisait, sera pas très chaud pour poursuivre son partenariat pour Evil Dead 2. Heureusement, quelqu'un d'autre va venir sauver le projet.
Et ce quelqu'un, j'en ai déjà parlé, puisque c'est Stephen King, encore une fois. En effet, Raimi finit par le mettre au courant des problèmes de développement d'Evil Dead 2, c'est alors que King arrive à convaincre un producteur italien du nom de Dino De Laurentiis de produire le film, qui accepte à la seule condition de changer le scénario pour quelque chose de plus proche du premier opus. C'est pour ça, mais aussi pour des questions d'ayant droit, que Evil Dead 2 Dead by Dawn sortira qu'en 1987. Et donc, Evil Dead 2, ça raconte l'histoire de Ash et Linda, un couple qui part passer des vacances dans une cabane perdue au milieu de la forêt. Cependant, en arrivant, ils découvrent une dague, un livre chelou et un magnétoscope. Mais attendez, c'est la même chose que le premier film. Un peu, ouais. Bah en fait, comme je viens de le dire, la production a beaucoup été retardée pour des questions de droit. En effet, les droits d'utilisation du premier film, ils appartenaient encore à l'époque à New Line, empêchant Sam Raimi d'utiliser des images ou même tout simplement de faire référence aux événements du premier film. Alors la production, elle a décidé de prendre 10 minutes au début du second opus pour faire une sorte de mini-remake du premier. C'est pour ça que beaucoup disent que Evil Dead 2 c'est un remake, hein. Ce qui est faux. C'est un remake et une suite. Et d'ailleurs, on en profite bien ici pour réécrire le personnage de Ash. Dans le premier film, c'était un mec un peu hors trait, qui se faisait malmener et qui prenait de l'assurance petit à petit. Ici, dès le départ, Ash, c'est une icône de l'horreur maintenant. Et il en a conscience. Et même s'il se fait toujours malmener, cette fois, il est toujours au centre de l'attention. Et ça, on le doit beaucoup au jeu de l'acteur Bruce Campbell. Mais concrètement, Evil Dead 2, passer la partie remake, ça raconte quoi? Donc suite aux événements du premier film, ou pas du coup, Ash se retrouve possédé à son tour. Heureusement, et pour une raison qu'on ignore, il est capable de reprendre le contrôle de son corps. Et alors qu'il cherche à tout prix à se débarrasser du démon et à fuir cet endroit, Abby, la fille de Nobby, le gars de la cassette, se rend à la cabane pour ramener des pages manquantes du livre des morts. C'est clairement le meilleur film de la trilogie. C'est là que Raimi, il se lâche vraiment. Même si l'horreur est toujours présente, elle laisse place à un humour très slapstick, en mode Buster Keaton ou Charlie Chaplin, mais avec du sang. C'est dans cet opus notamment que Ash, il obtient enfin sa tronçonneuse iconique. Et dedans, on donne tout. La performance de Bruce Campbell, elle est incroyable, vraiment. Et la mise en scène, pardonnez-moi, mais je pense très sincèrement que c'est le meilleur film de Sam Raimi. Au-dessus de Spider-Man 2. Entre cadrage débulé, rythme absolument exceptionnel, tout ça au service d'effets visuels, mais encore incroyable aujourd'hui. Si le premier Evil Dead, il montrait comment faire une œuvre culte avec 3 bouts de ficelle, ici, Sam Raimi, il nous montre vraiment l'étendue de toutes ses compétences quand on lui en donne les moyens. Bon, je trouve pas ça très pertinent de parler de box-office, surtout au vu de l'impact culturel que le film aura au bout du compte. Mais pour un budget de 3,5 millions, le film s'en sortira en global avec 10 millions. Bon, on est loin du succès terrassant du premier film sorti 6 ans plus tôt. Mais par contre, maintenant, quand on pense à Evil Dead, c'est toujours à Evil Dead 2 qu'on pense en premier. C'est la main tronçonneuse de Ash, c'est la séquence où il devient fou. En bref, si vous avez un film Evil Dead à regarder, c'est celui-ci. Evil Dead 2, c'est l'opus qui montre que la franchise a grandi. Tout comme son public, hein. Car si tout le monde attendait un pur film d'horreur, l'aspect comédie, ce sera une vraie surprise à sa sortie. Justement, quand Evil Dead 3 sort en 1992, c'est encore une sacrée surprise pour les fans. Déjà car la conclusion de la trilogie arrive 10 ans après le premier film, mais en plus, Evil Dead 3 s'appelle même pas Evil Dead 3. Non, il sort sous un autre titre, Army of Darkness, à la demande du studio qui souhaite que le film soit plus indépendant du reste de la saga. Qui est un choix très particulier, hein, vu que le film est la suite directe, mais vraiment directe, de Evil Dead 2. Dans tous les cas, ce titre, je suppose qu'il vous évoque quelque chose. En effet, c'est le titre de la première ébauche du scénario d'Evil Dead 2 que Irving Shapiro avait commandé à Sam Raimi. Donc vous l'avez compris, on va reprendre ce projet-là. Donc suite aux événements de Evil Dead 2, Ash se retrouve projeté en Angleterre, au Moyen-Âge, en l'an 1300. Et c'est là qu'il va devoir mener une ultime bataille face à une armée de Deadite. Pour le coup, le synopsis, là, il est très court, car vous devez vous demander de pourquoi on passe d'un film d'horreur dans une cabane à un isekai. Mais ça, je vais pas vous le spoil. Mais aussi car en soi, le film il va vraiment étendre le lore autour de la saga Evil Dead et autour des événements de la cabane. Donc vous vous doutez bien que j'ai pas trop envie de vous spoil tout ça. Comme son nom ne l'indique pas, Army of Darkness c'est le premier film de la saga qui n'est pas indépendant. Enfin si, vous pouvez le voir sans avoir vu le reste, mais vous allez sûrement rien piger. C'est assez difficile de parler de celui-ci puisque non seulement je veux éviter les spoilers, mais en plus il est tellement différent du reste qu'on croirait qu'il sort d'une toute autre franchise. Ici, on abandonne quasiment complètement l'horreur pour partir dans quelque chose de plus fantastique. On garde néanmoins l'humour désormais caractéristique de la saga, mais ici plus de cabane, plus de forêt hantée,
place aux champs de bataille médiévaux, aux châteaux forts et aux chevaliers en armure. En tout cas, et aussi étonnant que cela puisse paraître, le film y connaîtra un succès indéniable, autant au niveau des critiques, toujours aussi élogieuses depuis le premier, qu'au niveau du box-office, puisqu'il amassera 21 millions de dollars pour un budget de 11 millions. Et au final, c'est ce film qui va finir d'installer Evil Dead comme une vraie franchise, même si elle ne reviendra pas au cinéma pendant plus de 20 ans. Donc pendant plus de 20 ans, Army of Darkness, ce sera la conclusion de la franchise. En tout cas en film, puisque dès 1992, soit l'année de sortie du troisième, Dark Horse publie déjà une série de comics basée sur ce même film. Une suite sortira en 2004 et Evil Dead aura même droit à son crossover avec Marvel dans Army of Darkness versus Marvel Zombie. Bon après les comics n'ont pas vraiment attendu les films pour proposer des histoires plus originales. Et enfin, le projet de film Freddy vs Jason vs Ash, qui devait être la suite de Freddy vs Jason, sera annulé et verra finalement le jour en comics lui aussi, mais en 2007. En parlant de Jason, vous saviez que vos franchises préférées font sûrement partie de l'univers Evil Dead ? Que ce soit Vendredi 13, Freddy, La Cabane dans les Bois ou même Chucky. Si ça vous intéresse, je ferai sûrement un short là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Insta. En 2013, la franchise va connaître un véritable changement, ou plutôt une séparation. D'un côté, les nouveaux films laisseront place à une nouvelle génération de réalisateurs, sélectionnés par Sam Raimi en personne, et qui viendront chacun à leur tour expérimenter avec l'univers. Ce côté-là de la franchise retournera aux origines de la saga, avec des films plus axés sur l'horreur très gore, tandis que de l'autre côté, on poursuivra l'histoire de Ash avec l'aspect comédie horrifique hérité de Evil Dead 2. Car ouais, en 2015, alors que rien laissait présager, les aventures de Ash Williams vont reprendre. En effet, cette année-là sort Ash vs Evil Dead, une série qui connaîtra 3 saisons avant d'être malheureusement annulée. Et je vais passer très rapidement dessus car la série va vraiment étendre le lore autour de l'univers, mais évidemment, elle est dispo nulle part en France. Mais en gros, Ash, qui habite désormais dans une caravane, vient de passer 30 ans à ressasser ses aventures. C'est devenu un vieux mec un peu beauf, et un jour, complètement torché, il va avoir la mauvaise idée de lire un passage du Necronomicon, qui va relancer toute la machine. Même si la série a été annulée, je vous la recommande vraiment. Déjà parce que, comme tous les autres films, a fini sur un cliffhanger terriblement cool, mais en plus, il y a quelques années, Bruce Campbell, il a annoncé travailler sur un projet de série animée, où il reprendrait le rôle de Ash. Peut-être une suite, on sait pas. Alors ouais, à ce propos, vu que la vidéo elle a pris beaucoup de temps à être faite, et bah Bruce Campbell il a eu le temps de tenir une interview dans laquelle il annonçait qu'il ne reprendrait pas le rôle de Ash. Voilà, donc dans cette interview, aucun mot à propos de la série animée, on ne sait pas si elle est toujours en développement ou quoi, mais voilà. En tout cas, la saga fera son retour au grand écran qu'en 2013 avec Evil Dead, un faux remake qui est en réalité un reboot, qui est en réalité une continuité de la saga. Et pour la première fois, Sam Raimi, il laisse les commandes à un autre réalisateur. Ici Fede Alvarez, qui réalisera plus tard Alien Romulus, et dont c'était à ce moment-là le tout premier long métrage. Dans ce film, on va suivre une bande de jeunes qui partent dans une cabane en forêt, non pas pour y passer des vacances cette fois, mais pour aider leur amie Mia dans sa désintox. Sauf que pas de bol, il se trouve qu'ils ont choisi la même cabane que Ash, 30 ans plus tôt. C'est la première fois que la saga elle aborde des thèmes plus sombres, ici l'addiction. Et à vrai dire, utiliser l'univers et les codes bien crasseux de la saga pour aborder des sujets importants, c'est vraiment une super idée. Et c'est ce qui, à mon sens, démarquera ce film du reste et l'élèvera au-delà du statut de simple legacy-quel. De plus, le film, malgré son aspect remake, il suit pas du tout à la lettre la trame originale, que ce soit dans des personnages qui sont très différents, ou même dans le déroulé des événements qui n'est pas du tout le même. Le film a en plus le mérite d'être très gore. Je me souviens être tombé sur la bande-annonce quand j'étais petit, et pour ceux qui l'ont vu, à la fin de la bande-annonce, il y a un Deadite qui se coupe la langue en deux avec un cutter. J'avais 10 ans, j'ai été traumatisé. Ce qui fait que finalement, j'ai découvert ce film très tard. Au-delà de tout ça, le film est une véritable lettre d'amour aux effets pratiques, qui sont tout simplement à couper le souffle. Le réalisateur y allait tellement à fond qu'ils ont dû utiliser 260 000 litres de faux sang, et ça, juste pour la séquence finale. C'est tellement énorme que jusqu'à l'année dernière, le film y détenait le record de la plus grande quantité de faux sang au cinéma. Il a été battu par le youtubeur Markiplier avec son film Iron Lung, qui, si vous le savez pas, est un film qui se passe littéralement dans un océan de sang. Et tous ces efforts y paieront, puisque le film ce sera un succès encore jamais vu pour la franchise. Parce que pour un budget de 17 millions, il engrangera presque 100 millions de dollars. De quoi bien remettre la saga sur les rails, non ? Pas vraiment, parce qu'il faudra attendre 10 ans de plus pour revoir un Deadite au cinéma. Non pas que l'idée d'un nouveau Evil Dead 2 soit jamais venue, bien au contraire. L'idée de base pour Sam Raimi et Fede Alvarez, c'était de faire une nouvelle trilogie, ainsi qu'un Army of Darkness 2.
et conclure tout cela dans un crossover entre les deux branches. Cependant, le projet il se concrétisera jamais, et alors que la suite d'Army of Darkness verra le jour sous la forme de la série, la suite du film de 2013, elle sortira jamais, et le projet de crossover il tombera malheureusement à l'eau. Cependant, en 2023, c'est un autre film qui renaîtra des cendres de Evil Dead 2. Evil Dead Rise. Evil Dead Rise, il est annoncé en 2019 par Sam Raimi lui-même, et avec Lee Cronin comme réalisateur. Si vous voyez pas qui c'est un réalisateur irlandais qui s'est fait révéler en 2019 avec son premier film, The Hole in the Ground, qu'on a titré en français The Only Child. Et après Evil Dead Rise, il a réalisé le, ma foi, très sympathique Le Réveil de la momie, qui est grosso modo Evil Dead mais en Égypte quoi. Rise, il va rester dans la continuité du remake de 2013. Pas de slapstick comédie, ni de protagoniste surpuissant. Ici on suit Beth qui va rendre visite à sa sœur Ellie, une mère de famille célibataire qui vit dans un appartement à Los Angeles. Suite à un tremblement de terre, les enfants d'Ellie découvriront une salle secrète renfermant le Necronomicon, et ils vont sans vouloir libérer le démon, qui va alors s'en prendre à Ellie, la transformant en Deadite, forçant sa sœur à lutter pour protéger elle et les enfants. Vous le comprenez peut-être avec ce synopsis, mais en tout cas pour moi, à l'heure actuelle, c'est le film le plus méchant de la saga. Pas violent, méchant. Parce que même s'il est moins extrême que son prédécesseur dans sa violence, l'idée de s'en prendre cette fois à une famille innocente, ça redonne de l'attention à la saga. Quelque chose qui avait fini par se perdre. Pour la première fois depuis le premier film, on a véritablement peur pour nos personnages. Et à vrai dire, c'est bien là la spécialité de Lee Cronin, la famille, et plus précisément la parentalité. C'est un thème au cœur de son cinéma depuis son premier film, et à mon sens, c'est dans Rise qu'il l'exprime le mieux. Autant dans le personnage de Ellie qui hante chaque relation du film, que dans cette figure de famille bricolée par les protagonistes, qui va se faire malmener tout au long du film par du coup une autre figure matriarche, en la personne de Ellie, désormais possédée. Et tout ça, ça va payer, puisque le film, il réalise le meilleur score de la franchise au box-office à ce jour, avec quasiment 150 millions de dollars pour le même budget que le film précédent. Et donc maintenant, c'est quoi l'avenir de la franchise? Déjà, il y a Evil Dead Burn qui sort en salle cette semaine au moment où je sors cette vidéo. Je peux vous assurer que ça va être une tuerie, dans tous les sens du terme. C'est écrit et réalisé par deux Français en la personne de Sébastien Vanitschek, qui a coécrit avec Florent Bernard, et qui est Flaubert. Ouais, Flaubert, le mec de Golden Moustache et du Floodcast. Donc, allez les soutenir. Ils ont tous les deux été sélectionnés par Sam Raimi une fois encore à la suite de leur excellent film Vermine, dont vous avez probablement entendu parler il y a 2 ans. Et c'est pas tout pour la franchise, parce que il y a, comme je l'ai dit, la série d'animation qui est en préparation, mais également un film titré Evil Dead Wrath qui a été annoncé il y a quelques mois, et avec comme réalisateur Francis Galuppi, qui avait réalisé son premier long métrage en 2023, Last Stop in Yuma County, un western moderne. Ça va sûrement ramener un vent de fraîcheur dans la saga de prendre un réalisateur qui n'est pas habitué aux films d'horreur, et j'ai déjà très hâte de vous en parler. Ok, maintenant on est à jour sur Evil Dead. Alors, je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai passé 25 minutes à vous parler d'une franchise d'horreur vieille de 40 ans. Et bah, souvenez-vous, au début de la vidéo, je parlais de saga d'horreur parfaite. Au travers de l'histoire de cette franchise, je voulais vous montrer à quel point Evil Dead, déjà c'est génial, mais aussi c'est important pour le cinéma d'horreur. C'est une franchise qui arrive dans un moment charnière du cinéma à Hollywood, à l'aube des slashers, 3 ans après le premier Halloween, et là où l'intégralité des franchises de son époque ont toutes fait au moins un faux pas, voire même beaucoup de faux pas pour certaines, Evil Dead, elle n'a jamais échoué. Aucun mauvais film, aucun échec en plus de 40 ans. Tout ça car Sam Raimi, il a su s'arrêter au bon moment, puis laisser d'autres visions faire renaître la franchise, et c'est bien là la nouvelle force de la saga Evil Dead. Et en laissant les rênes à différents réalisateurs venus de différents horizons, et bah la franchise elle se renouvelle constamment. En considérant comme un coffre à jouer ce lore qu'on a fini par sacraliser, Sam Raimi il donne des outils à une nouvelle génération d'auteurs qui vont imaginer un Evil Dead qui transcende son aspect d'opéra de la terreur hyper sanglant. Et aujourd'hui, Evil Dead ça a marqué plusieurs générations d'artistes, de Donnie Darko aux Foo Fighters, en passant par The Walking Dead, et tout ça, je vous le rappelle, en partant d'un petit film d'horreur réalisé entre potes, fait pour le prix d'une Twingo. On arrive 40 ans plus tard avec des œuvres qui ont laissé une marque, autant chez les artistes que chez les gens comme vous et moi. Et bah voilà, ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est la plus grosse vidéo sur laquelle j'ai jamais bossé de toute ma vie. Et ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Alors ouais, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez que les shorts et 2-3 vidéos que j'ai fait il y a quelques années. Mais bon, j'avais 12 ans, vous vous doutez bien que je les ai supprimées.
Bon, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Que ce soit parce que vous me connaissez grâce à mes shorts ou que vous ayez eu la vidéo en recommandation, dans tous les cas, ça me fait énormément plaisir que vous ayez regardé celle-ci. J'ai énormément taffé dessus, à tel point que il y a des nouvelles infos qui sont sorties entre-temps, comme vous l'avez vu. Et voilà, donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Roux Maléfique. D'habitude, je fais surtout des formats courts. Et d'ailleurs, je vais bientôt les reprendre. J'en ai pas fait pendant du coup beaucoup de semaines vu que je bossais là-dessus. Mais c'est bon, ça va revenir. Bon, je vous dérange pas plus longtemps. Par contre, si vous voulez connaître l'histoire des fausses suites d'Evil Dead, vous pouvez regarder mon short là-dessus. Et en attendant, on se dit à bientôt, j'espère.